Récemment, l'Union cycliste internationale, qui est l'organisme qui gouverne toutes les compétitions cyclistes fédérées à travers le monde, sont arrivés avec certaines propositions qui, supposément, vont aider la sécurité des coureurs. Et vraiment, le changement qui fait le plus parler, c'est l'interdiction d'avoir des guidons qui sont plus étroits que 400 mm ou 40 cm. Et comme beaucoup, dont pas mal l'entièreté des spécialistes en positionnement comme moi, je suis honnêtement très fâché. Re-bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui je vous parle de pourquoi je crois que cette règle a vraiment un potentiel de faire de tort à beaucoup de cyclistes. On va regarder les implications pour les coureurs, mais même les cyclistes de tous les jours. En fait, rapidement, si vous voulez mon opinion, qu'est-ce que ça a comme potentiel impact négatif sur les coureurs? C'est qu'à moins d'être un homme de taille moyenne, vous allez maintenant tomber carrément en désavantage ergonomique et performant. Pour mettre les choses en perspective, ici, mon studio, je reçois des centaines de cyclistes et la largeur de guidon la plus commune lorsqu'on fait un changement pour les hommes va être de 40 cm. Alors là, quand on dit que ma cible ou ce que je vais avoir le plus d'unités vendues pour les hommes, qui est le centre finalement, la médiane, selon les règles UCI, devient le minimum légal. Parce qu'en fait, dans l'ensemble des choses aussi, je vends même beaucoup plus de guidons 38 que de 42. Et même des 36 cm de façon régulière et des 44 presque jamais. Parce que non, d'un point de vue ergonomique, un guidon plus large est souvent désavantageux parce qu'on va avoir les bras qui vont être ouverts plus grandement. Donc, pensez à faire une planche. Si vous avez les mains la largeur des épaules, vous allez être plus relevé, plus ergonomique. Plus vous devez vous écarter les mains pour faire la planche, plus ça va mettre de tension. Le corps va être bas et ça peut mettre de la tension au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Donc, tous les hommes qui veulent entrer dans une course, et là, on ne parle pas seulement des professionnels UCI World Tour, parce que les règles sont applicables à toutes les courses fédérées. Donc, tous les hommes de plus petite taille se ramassent avec un désavantage, avec une ergonomie qui est sous-optimale et en plus une déficience par rapport à la performance par rapport à quelqu'un qui va être plus grand. Mais ma plus grande crainte, c'est vraiment encore plus par rapport aux femmes. Selon plusieurs sources, si on regarde principalement juste au niveau World Tour, probablement que près de 80% et même peut-être plus des femmes actuellement vont devoir élargir leur guidon simplement par obligation. Pour les obliger à prendre une position qui est moins ergonomique et qui, oui, en plus, va avoir des pénalités au niveau de la performance. Et soyons honnêtes, si la UCI désire avoir un cyclisme féminin fort et représentatif, il faut pas se mettre la tête dans le sable à se dire qu'il y a plusieurs détracteurs qui utilisent beaucoup, disons, l'écart de vitesse entre les hommes et les femmes, un peu pour dénigrer le cyclisme pour femmes. Mais là, cette règle-là va pénaliser encore beaucoup plus grandement les femmes qui sont de plus petite stature, qui vont se ramasser avec des guidons beaucoup trop larges, qui va diminuer la performance aérodynamique en ayant une ergonomie sous-optimale. Donc, en plus de ne pas pouvoir avoir le vélo adapté à leur ergonomie, leurs vitesses vont potentiellement diminuer, qui peut faire une augmentation de l'écart entre la vitesse des pelotons femmes et hommes. Et des personnes, disons, peut-être un peu malveillantes pourraient vraiment se servir de cet argument-là pour dénigrer le cyclisme professionnel féminin. Mais qu'en est-il pour le consommateur ou le cycliste moyen? En partant, si les guidons que je vends le plus, c'est du 40 cm ou même souvent du 38, ça laisse beaucoup de gens de côté. Ça veut dire que si vous êtes un amateur, mais aimeriez rentrer peut-être un ou deux événements fédérés, vous pourriez vous retrouver avec présentement même un vélo qui est illégal, que vous avez peut-être même récemment acheté. Et là, faire la conversion, surtout si vous avez un cockpit intégré, peut représenter une somme très importante. Qui, ultimement, peut juste être un frein à la participation. Mais aussi, comme malheureusement, oui, ce qui découle souvent des vélos de professionnels influence les produits qui se retrouvent pour le consommateur, je crains aussi qu'il y ait vraiment cet élargissement finalement des guidons sur plusieurs vélos. Alors que même présentement, je trouve que l'industrie n'est pas assez avant-gardiste et devrait généralement mettre des guidons plus étroits que ce qu'il fait présentement. Et là, on se retrouverait avec totalement l'inverse. Et d'ailleurs, plusieurs organismes, compagnies, individus du milieu de l'ergonomie cycliste ont vraiment déjà sorti des pétitions et des lettres ouvertes adressées à la UCI pour reconsidérer leurs décisions
et aussi pour vraiment critiquer le fait que cette décision a été vraiment improvisée sans avoir aucunement consulté les personnes spécialistes en la matière. Mais bon, c'est pas la première fois que le UCI arrive avec des règles qui sont très visiblement improvisées et vraiment pas sérieusement réfléchies. Je vais donner l'exemple du Tour de France en 2011. Lors d'une étape de la contre-la-montre, la UCI a décidé d'arriver de façon un peu impromptue à tout vérifier le niveau, donc l'angle des selles sur tous les vélos de contre-la-montre. Alors que depuis à peu près toujours, il y avait une lassitude sur la permissivité de l'angle de la selle sur les vélos. Pour une raison encore inexpliquée, cette journée-là, la UCI est arrivée et pour vraiment mettre cette règle-là 100% en place, sans avertir personne au préalable, et d'appliquer 100% à la lettre la règle qui indiquait que la selle devait être parallèle au sol. Donc, la presque totalité des coureurs ont eu, juste avant leur départ, à changer leur positionnement parce que la UCI, lorsqu'ils mettaient le vélo dans l'instrument de mesure, ils disaient qu'ils étaient à peu près tous illégaux. Mais le problème, c'est que la règle était très vague. J'ai juste de dire que la selle devait être parallèle au sol, sans marge de manœuvre, sans chiffre précis. Même si un mécanicien de l'équipe est arrivé pour prouver que même l'instrument de mesure qu'utilisait la UCI pour trancher n'était pas 100% de niveau au sol, la UCI a continué à dire qu'elle avait la juridiction de faire à leur guise. Parce qu'il disait que cette règle avait été de toute façon inscrite de façon philosophique. Ce genre de réponse-là ne peut pas être pris au sérieux. Ça donne vraiment une image de la UCI et du cycliste professionnel en général, vraiment d'improvisation et vraiment pas de sérieux. Le cycliste professionnel, entre autres, aime bien se comparer à la Formule 1, dorer son image à dire que, tout comme la Formule 1, on est un peu le sommet de l'élite de notre sport. Et ça donne que oui, je suis aussi un fan de Formule 1. Bien que j'ai certaines critiques envers la FIA, je pense qu'on peut même pas comparer le niveau de professionnalisme et de structure de ces deux organisations. En sport automobile, les règles vont être claires, très techniques, très détaillées. Et toute décision va être prise avec vraiment plusieurs spécialistes qui englobent toute la question. Et si les règles sont en place, ils peuvent pas être changés au gré de quelques commissaires ou quelques législateurs qui trouvent que ça fait pas leur affaire à ce moment ou qui trouvent que d'un point de vue esthétique, c'est pas l'idéal. Oui, il faut des règles techniques claires pour éviter des débordements. Mais la réponse n'est pas dans l'improvisation et l'imprévisibilité. Et pour moi, ça remet encore plus la lumière sur un débat qui existe depuis longtemps, dont je vais traiter dans une prochaine capsule. C'est-à-dire l'idée que les vélos des professionnels doivent être vendus et disponibles pour les consommateurs. Ce qui fait que souvent les produits que les professionnels utilisent influencent de façon probablement beaucoup trop grande les produits que les cyclistes amateurs utilisent. Et ça, c'est un autre débat qui a plusieurs nuances à avoir, dont je vais traiter prochainement. D'ici là, je vous dis à la prochaine.